Présente tes excuses à ma mère. La voix de mon mari a résonné dans toute la salle à manger. Toutes les conversations se sont tues instantanément. Chaque tête s'est tournée vers moi. Sa mère, assise au bout de la table, affichait un sourire satisfait, savourant déjà ce moment. J'ai balayé la pièce du regard. 20 membres de la famille, 20 personnes attendant de me voir craquer. Puis, mon mari m'a lancé l'ultimatum qui a changé ma vie, excuse-toi immédiatement. Ou tu t'en vas. Pendant une seconde, j'ai honnêtement cru qu'il plaisantait. 7 ans de mariage, un petit garçon de 3 ans, une vie que nous avions construite ensemble, et il était prêt à tout jeter par la fenêtre parce que sa mère exigeait des excuses que je ne lui devais absolument pas. Personne ne m'a défendu. Personne ne l'a remis en question. Personne ne se souciait de la vérité. Ce qu'ils ignoraient, c'est que j'avais passé les 18 derniers mois à me préparer précisément au moment où je comprendrais que mon mariage était arrivé à son terme. Alors, au lieu de pleurer, au lieu de me disputer, au lieu de supplier, je me suis simplement levée, j'ai pris la main de mon fils et je suis sortie. Les sourires autour de la table se sont élargis. Ils pensaient que je serais revenue dès le lendemain. Ils pensaient que je n'avais nulle part où aller. Ils pensaient que j'avais besoin d'eux. 3 jours plus tard, mon fils et moi embarquions sur un vol pour disparaître à l'autre bout du monde. Aucun avertissement, aucune explication, aucune seconde chance. Et 2 semaines plus tard, quand mon mari a enfin découvert le secret que je cachais depuis des années, il est apparu sur le pas de ma porte, à des milliers de kilomètres de là. Mais à ce moment-là, je n'étais plus la femme qu'il avait chassée. Et la vérité qui l'attendait allait tout bouleverser. Je m'appelle Claire Bennett, et j'avais 34 ans quand mon mari m'a donné un choix qui a détruit notre mariage. Ou peut-être cela a-t-il simplement révélé qu'il était brisé depuis des années. Tout s'est passé un samedi après-midi lors de la grande réunion annuelle de sa famille dans leur propriété à la campagne, près d'Aix-en-Provence. Toute la famille était là. Oncle, tante, cousins. Plus de 20 personnes entassées dans le jardin, riant, mangeant et faisant semblant d'apprécier la compagnie des uns et des autres. Je me tenais près de la terrasse, aidant mon fils, Noah, à finir son jus de fruits tout en essayant d'ignorer cette boule familière dans mon estomac. Les événements familiaux n'étaient jamais simples, surtout quand Patricia, la mère d'Étienne, était dans les parages. Pendant 7 ans, j'avais fait tout mon possible pour maintenir la paix. Je souriais quand elle critiquait ma cuisine. Je restais silencieuse quand elle remettait en question mon éducation. J'ai ignoré d'innombrables commentaires désobligeants parce qu'Étienne insistait toujours pour dire qu'elle ne pensait pas à mal. Cet après-midi-là n'avait rien de différent, jusqu'à ce que Patricia annonce que la sœur cadette d'Étienne repoussait son mariage. La pièce s'est immédiatement remplie de questions. Puis Patricia m'a pointé du doigt, peut-être que si Claire n'avait pas rempli la tête d'Émilie avec des absurdités sur l'indépendance et la carrière, elle serait en train de préparer son mariage au lieu de le retarder. Le jardin est devenu silencieux. Je l'ai fixé. Pardon. Tu m'as bien entendu, a lancé Patricia. Depuis qu'Émilie passe du temps avec toi, elle remet tout en question. Plusieurs membres de la famille ont hoché la tête. D'autres ont évité mon regard. J'ai senti le sang monter à mes joues. Je n'ai jamais dit à Émilie ce qu'elle devait faire, ai-je répondu calmement. Bien sûr que si, a tranché Patricia. Tu encourages toujours les gens à privilégier leurs intérêts personnels. L'accusation était absurde. Mais ce qui m'a blessée, ce n'était pas Patricia. C'était Étienne. Il était là,
écouté, à regarder, sans dire un mot. Je l'ai regardé, attendant, espérant, ayant besoin que mon mari prenne enfin ma défense. Au lieu de cela, il a poussé un long soupir. Claire, a-t-il dit. Excuse-toi, tout simplement. Les mots ont frappé plus fort que n'importe quelle attaque de Patricia. J'ai cligné des yeux. Pourquoi? Ça n'a pas d'importance, a répondu Étienne. Excuse-toi. Pour qu'on puisse passer à autre chose. J'ai regardé autour de la table. Chaque visage attendait. Non pas la vérité, non pas la justice, mais ma soumission. Non, ai-je dit doucement. Patricia a ricané. La mâchoire d'Étienne s'est contractée. Puis il a prononcé la phrase qui a tout changé. Soit tu t'excuses, a-t-il dit froidement, soit tu fais tes bagages et tu pars. Le silence qui a suivi a semblé infini. J'ai regardé mon mari, vraiment regardé. Et pour la première fois, j'ai réalisé qu'il ne choisissait pas entre moi et sa famille. Il avait déjà choisi depuis longtemps. Sans un mot de plus, j'ai pris Noah et je me suis dirigée vers le portail. Personne ne m'a suivi. Personne ne m'a retenu. Et ce soir-là, alors que tout le monde supposait que je finirais par revenir m'excuser, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai acheté 2 billets. Sans retour pour l'étranger. Le lendemain du rassemblement, je me suis réveillée. En m'attendant à ressentir des regrets. Au lieu de cela, je me suis sentie calme, pas heureuse, pas en colère, juste calme. Pour la première fois depuis des années, une décision semblait totalement limpide. Étienne m'avait mis au pied du mur devant toute sa famille. Excuse-toi ou pars. J'avais choisi de partir au moment du petit déjeuner. Il a agi comme si rien d'important ne s'était produit. Il buvait son café, vérifiait ses emails et faisait défiler son fil d'actualité sur son téléphone pendant que Noah jouait avec ses petites voitures sur le parquet de la cuisine. Aucun de nous n'a mentionné le rassemblement. Aucun n'a parlé de l'ultimatum, et cela m'a tout dit. Étienne croyait sincèrement que je finirais par céder, comme toutes les autres fois. Cet après-midi-là, j'ai commencé à préparer mon départ, doucement, méticuleusement. J'ai contacté Rachel, une amie de fac qui avait déménagé en Nouvelle-Zélande quelques années auparavant. Nous n'avions pas beaucoup parlé récemment, mais quand je lui ai expliqué que j'avais besoin d'un nouveau départ pour quelque temps, elle a immédiatement proposé son aide. Tu peux rester avec moi aussi. Longtemps que nécessaire. À la fin de l'appel, j'avais un refuge. L'étape suivante fut plus simple que prévu. J'avais déjà des économies, pas de l'argent caché, juste de l'argent que j'avais mis de côté régulièrement au fil des ans. Une réserve d'urgence, ce genre de choses que tout adulte responsable devrait avoir. Pendant les 2 jours suivants, j'ai rassemblé les documents, les passeports, les livrets de famille, les dossiers médicaux, tout ce dont Noah et moi pourrions avoir besoin. J'ai caché le tout dans une pochette de voyage au fond de mon armoire. Pendant ce temps, la famille d'Étienne continuait comme si de rien n'était. Patricia m'a envoyé un SMS exigeant que je sois mature et que je présente mes excuses. Sa sœur a envoyé un message disant que tout le monde attendait que je rétablisse la situation. Personne n'a demandé comment je me sentais. Personne ne s'est demandé pourquoi j'étais partie. Il se souciait seulement de restaurer la version du rassemblement familial où j'acceptais les torts. Je n'ai pas répondu. 3 jours après l'ultimatum, Étienne est parti travailler à 7 heures du matin. Il a embrassé Noah sur le front. Il m'a dit qu'on se parlerait plus tard. Puis il a franchi la porte. Il ne se doutait pas qu'il nous faudrait des mois avant de nous revoir. 2 heures plus tard, Noah
et moi étions dans le terminal de l'aéroport. Mon cœur battait la chamade à chaque annonce d'embarquement. Une partie de moi s'attendait à ce qu'Étienne apparaisse soudainement. Une autre partie craignait que quelqu'un nous empêche de partir. Personne ne l'a fait. Quand notre vol a été appelé, j'ai pris le sac à dos de Noah, je lui ai pris la main et nous nous sommes dirigés vers la porte d'embarquement. 10 heures plus tard, après avoir atterri en sécurité à l'autre bout du monde, j'ai allumé mon téléphone. Des messages ont inondé l'écran. Appels manqués, SMS, messages vocaux. Je les ai tous ignorés, sauf un pour Étienne. J'ai envoyé un seul message, tu m'as dit de partir, alors je l'ai fait. Sa réponse est arrivée moins de 2 minutes plus tard, et ce qu'il a écrit a glacé mon sang. Claire, il y a quelque chose que tu n'étais jamais censé découvrir. Pendant plusieurs secondes, j'ai fixé le message d'Étienne. Quelque chose que tu n'étais jamais censé découvrir. Mon poussait accéléré. J'ai failli l'ignorer. Presque. Mais après 7 ans de mariage, j'avais besoin de savoir ce qui pouvait justifier tout ce qui était arrivé. Je l'ai appelé. Il a répondu immédiatement, Claire ? Sa voix semblait épuisée. Qu'est-ce que je n'étais pas censé découvrir, ai-je demandé. Il y a eu un long silence. Puis il a soupiré, mes parents contrôlent nos finances depuis des années. J'ai froncé les sourcils. De quoi parles-tu ? L'argent que nous mettions de côté pour notre avenir. Une grande partie n'est jamais restée sur nos comptes. Lentement, la vérité a commencé à faire surface. Au fil des années, Étienne avait régulièrement donné de grosses sommes d'argent pour aider sa famille. Parfois pour des urgences réelles, parfois simplement parce que ses parents l'exigeaient. Chaque fois que je demandais pourquoi nos économies semblaient croître si lentement, il y avait toujours une explication. Dépenses imprévues, investissements, obligations familiales. Je l'avais cru parce que j'avais confiance en lui. Le rassemblement n'était pas vraiment à propos du mariage d'Émilie, a admis Étienne. Mes parents étaient en colère parce que j'avais fini par leur dire que je ne pouvais plus les faire passer avant nous. Je suis restée silencieuse. Tout prenait soudainement son sens. La pression, la manipulation, l'attente constante que je sacrifie mes besoins pour les leurs. Le rassemblement familial n'avait jamais été une question de désaccord. C'était une question de contrôle. Et quand j'ai refusé de jouer le jeu, ils ont attendu d'Étienne qu'il me remette dans le droit chemin. Malheureusement, c'est exactement ce qu'il a fait. Les semaines ont passé, puis les mois. La vie en Nouvelle-Zélande est devenue paisible. Pas de disputes, pas de pression familiale, pas d'exigences sans fin, juste Noah et moi bâtissant une nouvelle routine. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de pouvoir respirer. 3 mois après mon départ, Étienne a pris l'avion pour la Nouvelle-Zélande. Nous nous sommes retrouvés dans un café calme surplombant le port. Il avait l'air plus vieux, fatigué, plein de regrets. J'ai eu tort ? A-t-il dit. J'aurais dû te défendre. J'ai cru qu'il était sincère. Mais quelque chose en moi avait changé. La femme qui avait besoin de son approbation n'existait plus. J'ai passé des années à essayer de gagner ma place dans ta famille, lui ai-je dit, et cet après-midi-là m'a montré que je n'en avais jamais vraiment eu. Des larmes ont rempli ses yeux. Est-ce qu'on peut recommencer ? J'ai regardé l'eau, puis je l'ai regardé, lui. J'espère que tu deviendras un homme meilleur, Étienne. Ses épaules se sont affaissées, car il connaissait déjà ma réponse. Quelques mois plus tard, notre divorce a été finalisé, dans le respect et le calme. Pas de drame,
Pas de vengeance, juste une conclusion. Aujourd'hui, Noah et moi vivons toujours à l'étranger. Nous avons une vie plus modeste qu'avant, mais elle est plus heureuse, plus saine, honnête. Parfois, les gens demandent si partir a été difficile. La vérité, c'est que partir était terrifiant, mais rester m'aurait coûté mon identité. Et le jour où mon mari m'a dit de m'excuser ou de partir a été le jour où j'ai enfin découvert ma propre valeur.